instrument de musique représente quelque chose, comme le tam-tam qui représente la voix des ancêtres. Kafra egbea nemi dogo mi mekpona de kajevi wa no moji kwa dunu kwa church dada nyigba wa mama wa togbiu ava no nyigba plom. Je vais au village, je parle avec les anciens, j'essaie d'apprendre de nouveau les proverbes, les dictons. J'ai trouvé triste, j'ai essayé de demander à mes neveux de me raconter quelques fables, mais c'est drôle. Quand je leur demande, ils me racontent des fables de La Fontaine. C'est triste. C'est triste que cette nouvelle génération a oublié les valeurs du terroir, quoi. Bonsoir à tous, très chers auditeurs de la radio sportive et culturelle. Dans le programme de cet après-midi Culture en Plus, nous recevons l'écrivaine française d'origine togolaise et béninoise. Il s'agit de Sulike. Elle vient défendre, si vous voulez, présenter son premier roman, Un prisonnier sans étoile. Déjà, le titre de l'ouvrage est évocateur. Rassurez-vous, Sulike va tout nous raconter. Nous ouvrirons également une petite fenêtre sur la randonnée à Diaglé. Elle ne sera pas à vélo cette randonnée, mais plutôt à pied. Et c'est justement ce samedi à partir de 8h, Elodie Ayassou nous donnera quelques infos sur cette randonnée. Mise en onde, Théo Javon, je suis Romo Yetar avec mon collaborateur Francisco à côté. La culture en plus, c'est parti. Ça fait plaisir d'être avec vous, chers auditeurs, après un mois d'arrêt, de pause, d'interruption. Nous sommes de retour puisque la CAN est déjà terminée. L'émission reprend en 3 de Cité. Et comme d'habitude, chaque jeudi à pareil moment à 15h, nous animons la culture. En plus, ça parle de la culture de chez nous et un peu partout, on fait le point sur l'actu culturelle. Bonsoir Francisco. Bonsoir Roméo. Ben, ça fait plaisir de se retrouver. Oui, à un moment donné, je me demandais si tu n'allais plus revenir de la Côte d'Ivoire. Oui, voilà, j'ai failli rester. Non. Mais j'ai failli rester, mais j'ai pensé au village. Voilà. Bon, vous acceptez ça comme ça. Le Togo n'est pas un village, mais bon, c'est comme ça. Bienvenue. Ça se dit, quoi. Donc j'ai pensé au village, c'est ça. En tout cas, content pour cette reprise. Content également de te retrouver, surtout en parfaite santé, pour parler de la culture de chez nous. Alors aujourd'hui, nous recevons, chers auditeurs, Sulike. Bonsoir. Bonsoir Roméo, merci de m'inviter sur Sport FM. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Alors, elle n'aime pas trop parler, mais aujourd'hui je vais faire parler. Elodie, non, juste nous dit bonsoir pour qu'on sache que voilà, Elodie Ayassou est avec nous en studio. Bonsoir Elodie. Bonsoir Roméo. Voilà, avec une belle voix. Elle nous prive toujours de ça, mais je ne sais pas pourquoi, Francisco. Et pourtant, c'est pas gentil. Cette voix, elle est si mielleuse, si belle, agréable à écouter. Ah ouais. Mais j'espère que tout va bien, Elodie. Oui, tout va bien. Merci. D'accord, ça nous rassure également. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'ai présenté Sulike sous son nom de plume, Sulike, bien sûr, actrice française d'origine togolaise et béninoise. Alors, ton vrai patronyme, le nom à l'état civil, c'est quoi, Sulike? Justement, c'est un secret. Qu'on veut découvrir. Alors, disons que les 2 premières lettres correspondent à mon patronyme. Ouais. Et les 2 dernières correspondent au nom de mes enfants. D'accord. Mais rassurez-vous, elle vient du Togo et du Bénin, parce que sa maman est togolaise, c'est ça? C'est cela, et papa est béninois de Ouidah. Voilà, donc on va vite trouver, je pense. Donc, et le père de mes enfants est du Togo. Et du Togo. Voilà. Ah, mais c'est ça. C'est rapide, c'est facile. Très facile. Mais elle est du Togo, elle vient de la famille royale. Anéro, ouais, c'est ça. Sinon, on peut fouiller encore. Rassurez-vous, Elodie, elle vient du Togo, des lacs, Anéro. Ouais, c'est ça. Francisco, Sulike, c'est... En fait, on est cousins. Ouais, oui, on est cousins. Voilà, t'as compris, non? On va pas loin. Alors, elle est francophone, elle vit en France, elle est née en France, mais elle parle couramment et enseigne aussi l'anglais. Yes, I do. Ah, yes.
Donc, tu enseignes l'anglais, c'est ça? Oui, j'enseigne l'anglais en collège maintenant. J'ai été en collège et en lycée. J'ai alterné entre les deux parce que j'ai beaucoup voyagé. Donc, j'ai été sujette à de nombreuses mutations. Waouh! Elle a fait beaucoup de pays, on va y revenir. Chers auditeurs, restez avec nous sur la radio qui mouille le maillot, dans la culture en plus. Tout d'abord, on prend le titre de ce roman, son premier roman, s'il vous plaît. Un prisonnier sans étoiles. Un roman fiction, c'est vrai. Mais quand on prend le titre, qu'est-ce que cela traduit? Un prisonnier sans étoiles. Un prisonnier sans étoiles. Alors, au départ, il avait une étoile. D'accord. Une belle destinée. Peut-être en a-t-il eu tout le temps à travers le roman, même si... Je ne sais pas si je peux tout dire. Vas-y, dis tout. Alors, même si sa fin est funeste, c'est ça. Mais il y a de l'espoir. Donc, l'étoile est toujours là. L'étoile scintille toujours au Togo, à Nero. Et elle est incarnée par sa fille et toute sa famille. D'accord. Nous allons vous faire un petit résumé du roman dans un court instant. Mais Francisco, lorsque tu as lu le titre du roman, ça t'a parlé, hein? Oui, moi je trouve que le titre est assez métaphorique. Et au-delà de tout, elle englobe la condition humaine. Donc ça, c'est à lire le titre d'emblée. Le titre, je dirais qu'il donne le ton au roman. Voilà. Et en même temps, avec la couverture et comment dire ça, la couleur assez sombre, c'est évocateur, quoi, de tout ce qui peut être découvert dans le roman. Alors, exactement. C'est ça, Francisco. Tu nous donnes envie d'aller chercher le roman. Il n'y a pas de problème, chers auditeurs. Nous allons vous donner les lieux, les coins, les librairies où vous pouvez trouver ce roman. Le premier de Sulike qui est avec nous en studio sur la radio qui mouille le maillot. On sait qu'un prisonnier, Francisco Sulike, c'est quelqu'un qui est privé de liberté, voilà, de beaucoup de choses. Maintenant, l'étoile, peut-être, ça symbolise l'espoir, la lumière. Et pour ne pas devancer Sulike, on parle de la condition des Noirs lors en ce moment où les Juifs étaient exterminés. Pour ceux qui ont déjà lu le bouquin, Un prisonnier sans étoile, ça parle de l'esclavage et de l'extermination des Juifs. Lorsque on prend le titre Un prisonnier sans étoile, on se dit, à l'époque, pour pouvoir identifier les Juifs, il y avait une étoile jaune. Et notre héros, Sylvestre, je devance un peu Sulike, elle fera justement le résumé de ce livre, de ce roman tout à l'heure. Notre héros qui est Sylvestre, qui est un noir, en principe n'est pas juif, donc ne devrait pas porter cette étoile jaune-là. Donc quand je lis le titre, Un prisonnier sans étoile, peut-être c'est ce prisonnier-là qui n'a pas l'étoile jaune, mais pourtant on l'a arrêté. Oui, pourtant on l'a arrêté. Ouais. Et maintenant, Sulike nous fait un petit résumé du roman. Ne quittez pas, chers auditeurs, c'est vraiment passionnant. Une histoire romanesque de Sylvestre. Je commence? Vas-y. Donc, Un prisonnier sans étoile, c'est l'histoire d'un jeune Togolais qui est né dans les années 1910 à peu près, qui est issu d'une famille très respectée, la famille Ponta. Donc c'est un nom que je pense qui n'existe pas, mais c'est un nom que j'ai inventé, qui ressemble à un nom de ma famille. Oui. Chez nous, c'est lion. Le lion. C'est Chanta, Ponta, la tête du lion. La tête du lion. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement respecté, que ses aïeux étaient extrêmement respectés, vénérés. Il est issu d'une famille aisée, puisque ses aïeux vendaient des esclaves. Ils vendaient des hommes à d'autres hommes. Mais ses parents, à lui, étaient des commerçants. Des commerçants, donc ils s'étaient enrichis avec les richesses du Togo. Donc le coton, le phosphate, le café, toutes les belles richesses dont le Togo regorge. Et donc, comme sa famille est aisée, il décide de faire ses études dans un premier temps aux États-Unis, bien qu'il soit marié, qu'il ait des enfants.
de façon à parfaire ses études, puisque le Togo ne pouvait pas, Anéro, il vient d'Anéro, j'ai oublié de le dire, ne pouvait pas lui donner toutes les infrastructures nécessaires pour s'épanouir, puisqu'il aspirait à être le meilleur médecin d'Anéro, sinon le meilleur médecin du Togo, d'autant plus qu'il était issu d'une très grande famille, donc il se devait de remplir tous les honneurs qui lui étaient dus. Et donc, il va à Chicago dans les années 30, où la ségrégation bat son plein, où les lois Jim Crow sont horriblement mises en place. Et il vit très mal. Cette expérience aux États-Unis. Alors d'un côté, il la vit bien puisqu'il s'amuse, bien qu'il soit marié, il rencontre une certaine Suzy avec laquelle il a une aventure, mais il est quand même pétri d'un côté de remords et d'énormes déceptions. Donc de déceptions parce que les Américains blancs, en fait, ne le considère absolument pas. Et d'un autre côté, il est pétri de remords et aussi un peu de honte parce qu'il se demande si ses camarades étudiants américains avec lesquels il s'entend bien, avec lesquels il parle, s'amuse, va dans les bars, boit du whisky en cachette, n'ont pas été des descendants des esclaves que ses aïeux ont commercé. Donc c'est ce remords qui rongeait un peu Sylvestre, même si d'un côté il était enthousiaste d'aller à Chicago pour poursuivre ses études, même s'il savait qu'à l'époque la condition des Noirs n'était pas vraiment facile. Non, mais il s'imaginait, voilà, c'était les États-Unis, la ville lumière, le jazz, les filles, il s'était dit qu'il allait bien s'amuser et en fait, et puis il allait au nord des États-Unis. Il n'allait pas au fin fond du Mississippi, donc il pensait peut-être subir un peu de racisme, mais pas tant que cela. Pas tant que cela. Il a passé 6 ans à Chicago. Un peu moins, voilà. Oui. Mais qu'est-ce qui lui a décidé d'aller finalement en France, mis à part le racisme ou la ségrégation raciale, le racisme qui a été institutionnalisé aux États-Unis. À part cela, qu'est-ce qui a poussé Sylvestre à aller en France? Joséphine Baker, la plus belle. La plus talentueuse. C'est peut-être la silhouette de Joséphine Baker qui l'a appelée la mère, je ne sais pas. Mais oui, Joséphine Baker, qui, à l'instar de nombreux Américains, noirs ou blancs, qui étaient lassés de la ségrégation, ont voulu vivre autre chose, à Paris, en France, où il y avait la liberté, l'égalité, la fraternité. Ouais. Mais à Paris, justement, quelle était la vie de Sylvestre? Alors, elle était très douce, très belle, bien qu'il a essuyé quelques propos racistes et très méchants. Lorsqu'il demande un logement, on lui dit qu'on ne loue ni à un nègre ni à un chien. Lorsqu'il demande un verre d'eau dans un café, le patron de l'établissement refuse de le servir. Mais heureusement, une femme forte sort de là, une certaine Marguerite. Elle décide de le servir, jette son tablier à terre, lui sert son verre d'eau et démissionne. Donc, il essuie de nombreux affronts. C'est vrai qu'il est à la fois visible et invisible. Il est invisible quand ça arrange les gens, c'est-à-dire qu'on ne voit pas sa couleur de peau puisque c'est un médecin brillant. Tout le monde ne veut se faire opérer par lui et on le recommande pour les opérations les plus compliquées. Dans ces cas-là, il est invisible. Lorsqu'il va également à des spectacles, il est invisible. Il peut rire comme tout le monde, mais lorsque le spectacle se termine, lorsque l'amusement est terminé, le rideau tombe et tout le monde se regarde et Sylvestre sent que finalement, il ne devrait pas forcément être un spectacle. Mais tout est quand même assez doux. Il envoie de l'argent, il gagne bien de sa vie, il envoie de l'argent à sa femme, à ses enfants. Et puis un jour, il est foudroyé. Mais bien avant d'être arrêté et d'être mis dans ce camp de concentration des Juifs, à un moment donné, Sylvestre était fatigué de la vie, voulait rentrer au pays, mais soudainement,
quelque chose a basculé ou bien a changé la décision de Sylvestre? Et bien sûr, Anna, cette belle dame allemande. Voilà. Donc elle l'a foudroyé d'amour. Ou lui a été foudroyé par elle, je ne sais pas. La flèche de Cupidon. Mais la rencontre entre Anna et Sylvestre était si particulière. Chers auditeurs, cherchez le roman pour lire la partie là. C'est impressionnant. Comment on peut se rencontrer comme ça? Et l'amour est né comme ça, hein? Oui, comme ça. Là. On ne va pas dire ça quand même. On ne va pas dire. Mais est-ce que finalement, Sylvestre n'a pas regretté le fait d'avoir fait le voyage sur la France, d'être resté en France jusqu'à ce que sa vie ne se termine dans ce camp de concentration? Il a regretté jusqu'à la rencontre d'Anna. Avant de rencontrer Anna, il était déterminé à rentrer, puisqu'il avait une vie tout à fait déshonorée ou déshonorable aux États-Unis. Il pensait que ce serait mieux en France. C'était certes mieux, mais relativement mieux. Et il s'était dit, mais je vais rentrer chez moi, parce qu'au moins chez moi, tout le monde aura de la considération pour moi. Ça. Je n'aurai pas besoin de me sentir visible ou invisible selon les opportunités offertes. Donc, il était déterminé à rentrer, d'autant plus qu'il avait fait cette promesse à sa famille. De revenir avec un geste symboliquement fort. C'est-à-dire qu'il avait pris du sable de la plage d'Anero. Et ce sable, donc, le fait de prendre ce sable l'obligeait à rentrer. L'obligeait à rentrer de quelque manière que ce soit dans son pays natal. Et il est rentré, hein, chers auditeurs. Mais comment? Lisez le roman. Un prisonnier sans étoile de celui qui est avec nous sur la radio, qui mouille le maillot dans la culture en plus. Alors, quand on parle de l'esclavage et de la Shoah, vous avez fait un petit parallèle entre ces deux événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Vous pensez qu'on devrait considérer l'esclavage au même titre que la Shoah? Oui, je pense, enfin, ce n'est même pas moi qui le pense, des historiens, de nombreux historiens le pensent. La souffrance humaine toute souffrance humaine est intolérable, et toute déshumanisation de l'homme n'est pas acceptable. Les Noirs, en tant qu'esclaves, ont été déshumanisés, les Juifs également ont été déshumanisés. On a voulu éradiquer le peuple noir, en tout cas à des fins commerciales, mais on a quand même voulu l'annihiler, puisque on l'a enlevé de sa terre, et on a tout fait pour qu'en tant qu'esclaves, ils oublient leurs racines, leurs rites, qui ils étaient. Donc on les a déshumanisés, et les Juifs aussi, on les a déshumanisés par tous les traitements qu'ils ont subis et que l'on connaît, par les travaux forcés dans les camps de travail ou d'extermination, voilà, le passage dans les chambres à gaz, tout cela. Donc ce n'est pas moi qui le pense seulement, des historiens l'ont pensé, et même lors d'un documentaire vidéo que Serge Billet avait tourné sur les témoignages de personnes noires qui avaient été incarcérées dans des camps nazis, des camps d'extermination ou de travail. Une personne juive qui avait été incarcérée a dit cela, a dit qu'elle pouvait mettre sur le même pied d'égalité ces deux phénomènes. Et il y en a malheureusement eu d'autres. Et il y en a d'autres encore aujourd'hui, malheureusement. Avec ton roman, on découvre qu'il n'y avait pas seulement que des Juifs dans ces camps, il y avait aussi des Noirs. Oui, il y avait des Noirs. Malheureusement, on ne sait pas combien de Noirs il y avait, puisque les Noirs étaient répertoriés en fonction de la nationalité du pays colon. Donc, un Ivoirien était considéré comme un Français. C'est ça. Et d'ailleurs, John Williams, son nom me revient, qui est décédé il y a quelques années,
C'est une des personnes qui témoigne le plus dans le documentaire de Serge Billet. Et il explique vraiment beaucoup de choses par rapport à cela, et c'est très très intéressant. Alors Serge Billet, c'est on va dire journaliste et écrivain franco-ivoirien qui a beaucoup travaillé sur la condition des Noirs dans ces camps d'extermination des Juifs à l'époque. Alors Francisco, je ne sais pas si tu as quelques questions à poser à Suelike. Ouais, forcément. Moi, je voudrais savoir s'il y a dans le roman des éléments autobiographiques dans le personnage de Sylvestre Gontard. Alors, il paraît qu'un écrivain donne toujours une partie de lui. C'est ça. C'est une pure fiction. Oui. Néanmoins, le nom de beaucoup de personnages existe dans ma vie. C'est ça. Sylvestre, c'est le nom de mon grand-père maternel. Anna, c'est le nom d'une de mes nièces. C'est ça. Et Sylvana, c'est le prénom de ma maman. Oh. Voilà. Et le nom des enfants de Sylvestre, donc c'est Dédé, Coco et Folie, sont les prénoms Mina de mes 3 enfants. Waouh. Voilà. Donc, mais c'est la part de réalité qui existe. Mais voilà, mais tout est fiction. Mais c'est vrai que mon grand-père m'a inspirée pour écrire ce roman, dans la mesure où il a vécu en France de 1936 à 1939. Ouais. Il était stagiaire, inspecteur de police. Et sur les injonctions de sa mère, il est rentré au Togo en 1939. Et je me suis posé la question, je me suis dit, s'il était resté, est-ce qu'il serait devenu un tirailleur? Est-ce qu'il aurait été résistant? Est-ce qu'il aurait été arrêté et amené dans un camp de concentration ou de travail? Et j'ai visité Auschwitz à plusieurs reprises. C'est ça. Malheureusement, parce que j'ai vécu à Cracovie. Et je me suis vraiment posé la question, mais très, très sérieusement. Très, très sérieusement. Et ce qui est très curieux, c'est que la dernière fois que je suis allée à Auschwitz, et j'espère ne plus y aller, je suis partie, j'ai pleuré. Et les autres fois, je ne pleurais pas. J'étais attristée, j'étais voilà, transportée, mais dans un sens négatif. Je me demandais comment on pouvait faire autant de mal à autant de personnes, mais je ne pleurais pas. Et la dernière fois que j'y suis allée, mon roman était déjà quasiment fini. Je voulais juste voir des détails, aller vraiment sur le camp et sentir en fait Sylvestre dans le camp. Et j'ai posé de nombreuses questions à la guide et j'avais un stylo à la main. C'est la première fois que je visitais avec un stylo à la main. Et je suis sortie, j'ai pleuré. Voilà, ça, c'est parce que je voyais mon personnage. Un travail de journaliste, ça. Voilà. D'investigation. Alors, question que... Oui, c'est pas... Vas-y, avant que je ne revienne. Question, j'en ai encore 2. Hein. Oui. D'accord. Comme tu veux. Alors... Je vais être là toute la journée si tu veux. C'est bien, c'est parti. Donc, quelle est l'importance? Moi, je voudrais savoir l'importance que tu accordes justement à la culture togolaise dans tes écrits. Alors, c'est une très bonne question. Mon premier roman qui s'appelle I'm an Expat and So What, qui est en anglais, le mot important, ce n'est pas juste. Disons que comme je parlais de femmes expatriées, alors c'est plus ou moins... Il y a de la fiction, mais bon... C'est ça. Voilà, mais je parle de moi, mais ce n'est pas moi. C'est ça. Voilà. C'est un récit, mais qui ne te concerne pas directement. Voilà, c'est cela. Et je n'ai pas trop évoqué le Togo, puisque le personnage s'appelle Shirley. Donc, elle a un nom anglophone, un prénom anglophone. D'ailleurs, Shirley, c'est un prénom que m'avait donné ma professeure d'anglais quand j'étais en 6e. C'est ça. Donc, voilà. Ouais, c'est resté. C'est resté. Et je me suis dit, si je parle du Togo, les gens ne vont pas comprendre. Pourquoi est-ce qu'elle parle du Togo alors que Shirley, c'est un prénom anglais? En revanche, dans Un prisonnier sans étoile, comme ça se situe au Togo, tout au début, j'avais fait quelques petites références
mais très, très, très légère C'est ça. à la culture. Et j'ai fait lire donc, par des amis dans un premier temps qui m'ont dit que je devrais rajouter des éléments. Après, j'ai fait lire par d'autres amis qui n'avaient jamais lu le manuscrit, qui m'ont dit que ce serait bien de rajouter encore. Et la maison d'édition m'a dit « Oh non, mais ce serait vraiment bien pour les gens qui ne connaissent pas, de parler un peu des plats, de parler un peu des rites. » Et ça m'a fait du bien, puisque moi aussi j'ai appris des choses et ça m'a permis de cuisiner un peu mes oncles et mes tantes et mes parents pour qu'ils m'enseignent des petites choses que je ne connaissais pas. Ouais. Je voulais pas dire de bêtises. Vraiment, je fais attention à ne pas dire de bêtises, d'être la plus précise possible. Mais tu comprends le Mina, mais tu n'arrives pas à le parler. C'est évidé. Ah, c'est évidé, ça c'est important. C'est déjà bien. C'est déjà quelque chose. C'est évidé. Je crois que dans le roman, il y a quelques chants traditionnels. Vous avez mis, voilà. Oui, bébé vie. Bébé vie, voilà, tout, vie, ben, des trucs comme ça. Vous pouvez découvrir ça dans le roman. Alors, Roméo, si tu le permets, Vas-y, Francisco. ma toute dernière question. Ouais. Tu ne veux pas réserver le meilleur pour la fin? Non, vas-y. Quand tu veux, hein. Alors, pour la promotion justement de l'ouvrage, tu as sillonné certains établissements scolaires. Ah oui. Oui, mais je voudrais savoir pourquoi avoir ciblé des élèves pour promouvoir. Alors, lorsque l'agence Okumba, qui est située à Kodjo-Viakopé, c'est une agence de production culturelle au Togo. Donc, je les ai contactés, ils ont répondu présent. Ici, Elodie fait partie de l'équipe et je les remercie vraiment toujours d'être là, de me soutenir. Ils m'ont demandé ce que je voulais faire. Donc, j'aurais dit, je ne sais pas trop, mais j'aimerais bien en parler aux élèves. Je suis enseignante en fait. Donc pour moi, c'est très très important de communiquer avec des élèves, pour ne pas dire des enfants. Quand je dis enfants, je parle également d'adolescents, hein, d'adolescents ou de jeunes adultes. Hein. Quand on a 50 ans, ce sont des enfants. Et c'était pour moi très très important de faire également donc ce partage sur des écoles locales et aussi internationales. Donc, elles ont choisi des écoles publiques togolaises, même à la périphérie, pas juste au centre de Lomé. Donc, c'est bien parce que tout le monde pouvait profiter. On est allé même jusqu'à Anéro et même un peu au-delà. Dans Lomé, mais la grande périphérie. Il y avait Sanguera, Agonivé. Oui. Voilà. Et parce que j'ai même les noms là. et également donc des écoles publiques togolaises et des écoles privées togolaises et des écoles internationales. Voilà. Donc hier nous étions au cours Lumière et demain nous irons au lycée français pour boucler la boucle. Mais nous avons commencé par des écoles locales où j'ai été formidablement accueillie. À chaque fois je sortais le cœur chaud et j'avais les larmes aux yeux. Même une fois, j'ai pleuré tellement j'étais émue de l'accueil et de la réception, de l'écoute, des échanges surtout. Parce que j'ai beaucoup échangé, les élèves ont beaucoup échangé avec moi. Alors, quel message tu apportes justement à ces élèves? Je leur dis, dans un premier temps, on commence comme cela. Lorsque je leur explique le background, pardon pour le mot anglais, de Sylvestre. Donc, ils savent qu'il est d'une famille aisée. Je leur demande comment. Donc, ils arrivent toujours à trouver. Il y a toujours un élève qui trouve. Et donc, le commerce des esclaves. Et je leur fais lire ensuite un passage du roman qui se termine par la question suivante. Est-on responsable de l'acte de nos aïeux? Voilà. Et ils me disent tous non, donc je suis très contente de cette réponse. Et je leur dis, mais alors à quoi ça sert de connaître l'histoire? Et là, ils me répondent, ça sert à construire le présent et le futur. Exactement. Et c'est un de mes premiers messages, en fait. Connaître son histoire, l'histoire aussi de l'humanité, pour essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs. Alors, je sais que, voilà, c'est pas toujours évident quand on voit la situation politique dans le monde, mais au moins à titre individuel, si la jeunesse pouvait retenir cela et elle le retient et l'appliquer,
C'est déjà une première chose. Et les autres messages, c'est des messages de tolérance, de fraternité, de lutter contre l'intolérance, la déshumanisation de l'homme par l'homme. Et je leur montre que tous les hommes ne sont pas mauvais. Ça paraît un peu utopique, mais c'est vrai, tous les hommes ne sont pas mauvais et on ne parle que des mauvaises choses. Il y a de très belles choses dans la vie et c'est ce que aussi je voudrais qu'ils voient, qu'ils comprennent. Comme Anna dans le roman, et elle fait partie de la diaspora nazie, du parti nazi, mais elle n'a pas d'autre choix puisqu'elle est allemande et sous le Troisième Reich, tout le monde se devait d'être nazi, d'avoir la carte du parti. Mais elle n'est pas du tout nazie, bien au contraire. Bien au contraire, puisqu'elle tombe amoureuse de Sylvestre, un homme qui est très très noir. Je l'ai pas beaucoup évoqué, mais pour moi c'est très très important et je trouve que les personnes qui sont très très noires sont très belles. Ouais. Et je sais que c'est pas toujours bien perçu, mais je dis même qu'il est bleu nuit dans le texte. Et je fais exprès de dire ça. Et elle est très très blanche. C'est ça. Et de même que certaines personnes blanches n'aiment pas trop être trop blanches, elles aiment bien avoir la peau un peu mate. Et j'aimais bien ce contraste de ces deux personnes qui s'aiment, qui se réunissent et qui font un enfant. Ah oui, ça veut dire tout simplement que dans le roman, il y a un peu de tout, de l'amour, voilà, c'est ça. Entre Sylvestre et Anna, on ressent cela, l'amour entre deux races, la race blanche et la race noire, les deux races peuvent s'aimer. Oui. Donc, c'est ce que Anna et Sylvestre nous ont démontré dans ce roman. Le roman parle justement de l'esclavage, de l'extermination des Juifs. Ce sont des sujets très importants. Mais pourquoi avoir choisi, on va dire, le style roman pour relater ces faits? J'aurais pu prendre la poésie, c'est ça, ou le théâtre? Voilà, peut-être un essai ou faire juste un documentaire, des trucs comme ça. Ah, je ne suis pas journaliste. Et puis la fiction, c'est... L'avantage de la fiction, c'est que... Bon, il n'y a pas d'erreur dans mon roman, vous pouvez tous le lire, chers auditeurs. Je l'ai lu, hein. Pas d'erreur. Non, je rassure les auditeurs. C'est une critique positive. Voilà. Ouais, non, tout à fait, je prends très positivement. Ouais. Mais je pense qu'écrire une fiction, pour moi, c'était plus facile. C'est ça. Parce que éventuellement, j'aurais pu avoir le droit à l'erreur. Alors qu'un essai, il aurait fallu que je sois vraiment pointu. Et je trouve que j'ai déjà beaucoup lu par rapport à tout cela. Et un essai, ça... Ah, je pense que ça m'aurait stressé de rendre un essai. Alors, on sait que c'est aux éditions Ramsay, c'est en France, donc c'est sérieux. Hein. C'est sérieux. Le roman est accessible à tout le monde. Tout le monde peut le lire. C'est dans un français courant, accessible à tout le monde peut le lire. Mais ce que moi, je sais pas si c'est un regret, pardon. On parle de ces thématiques-là quand on parle de l'esclavage après la négritude défendue par les Césaire contre Adamant ou encore l'ancien président sénégalais Senghor. Aujourd'hui, les écrivains africains ont du mal à évoquer ces sujets. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être que moi, je l'ai évoqué parce que je suis plus une métisse culturelle, on va dire ça. Je suis d'origine, je suis togolaise, béninoise, française. Voilà, je suis... Voilà. Et même citoyenne du monde parce que j'ai vécu en Corée, en Pologne et en Hongrie. Ouais. À un moment, je me croyais vraiment citoyenne du monde, mais je suis citoyenne du monde, voilà. C'est ça. Peut-être que pour moi, c'était plus facile parce que quand je suis allée dans les établissements, ce qui m'a un peu frappée chez les élèves, c'est que certains m'ont dit mais madame, est-ce qu'on peut partir en Europe malgré le racisme? Ils m'ont demandé, un chef d'établissement m'a dit, vous savez, moi je ne voudrais pas trop qu'on évoque l'esclavage, parce que les élèves ont peur que ça se reproduise. J'ai quand même l'impression que effectivement il y a une gêne, un manque de... Peut-être que c'est trop proche, intimement trop proche. Alors que moi, ayant vécu en France
ayant reçu une culture, je suis allée à l'école française, dans une mixité parisienne, de région parisienne. Donc on a des blancs, des noirs, des arabes, des asiatiques, tout le monde. On se pose moins ce genre de questions. Et même un chef d'établissement avait demandé si les élèves allaient me comprendre avec mon accent. On a tous un accent déjà. Et je me suis dit que c'était très intéressant comme remarque, puisque quelque part, j'avais l'impression qu'il me considérait comme supérieur avec mon accent, alors que je ne suis pas du tout, je suis comme tout le monde. C'est juste que je parle comme ça parce que j'ai grandi comme ça. Et les personnes, d'autres personnes, enfin chacun, et comme me dit un collègue canadien, je lui dis toi avec ton accent, il me dit non, c'est toi qui as un accent. Donc on a tous un accent. On a tous un accent. Donc, québécois. Voilà. C'est ça. Donc, et ce que j'ai aussi montré aux élèves, c'est que il est important de ne pas se sentir inférieur et de tracer sa route. Exactement. Et de faire fi des remarques des autres, et quand on a un projet, de construire son projet. Et que sur sa route, on aura toujours malheureusement des obstacles, mais il faut continuer, lever la tête. Ce sera peut-être un peu plus difficile, mais persévérer, toujours persévérer. Donc... c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à écrire sur la thématique de l'esclavage, parce que je sens peut-être moins cette proximité. C'est pas que je ne me sente pas concernée, c'est juste que je sens moins cette proximité. Voilà. C'est ça. Voilà. Nous sommes avec Sulike sur la radio qui mouille le maillot, son premier roman, Un prisonnier sans étoile. Nous parlons justement de ce roman disponible en format papier et numérique, c'est ça? Donc numérique, oui, en format papier. On peut en avoir quelques exemplaires à l'agence Okumba, à Kodjoviakopé. Vous les trouverez sur Internet. Et sinon, sur Amazon, d'ici, Amazon ou en France, dans les librairies, on le commande et sous une semaine, on peut l'acquérir. D'accord. Alors, Sulike, tout à l'heure, tu disais que tu as fait la Corée du Sud, la Hongrie ou encore la Pologne. Quand on parle des deux guerres mondiales, on sait le rôle que ces pays ont joué. En tant que Noirs dans ces pays, quel regard ces sociétés-là ont-elles sur les Noirs? Alors, la Corée, c'était de 1999 à 2004. La Pologne de 2008 à 2010 et ensuite 2010-2013 Budapest. Donc ça fait à peu près 10 ans. C'est ça. Alors il y a 10 ans, et même 20 ans pour la Pologne, pour la Corée du Sud, il n'y avait quasiment pas de Noirs en Corée du Sud, sauf les Noirs américains, qui restaient dans la base américaine avec les autres soldats américains. Dans tous les pays où je suis allée, en fait, il n'y avait quasiment pas de noirs. Et dans la rue, je me promenais, j'étais quasiment toujours la seule noire avec mes 3 enfants. Donc la poule et ses petits poussins. Mais moi, je l'ai toujours bien vécu. C'est ça. En fait, je me pose pas trop de questions. Alors, évidemment, des fois, on me regardait. Je peux pas dire que je n'étais pas parfois gênée, mais j'ai peut-être une certaine aisance, je vais vers les gens et je ne me dis pas tout de suite que les gens sont racistes et ne m'aiment pas. En fait, je leur donne une chance. Et je pense qu'en Corée, par exemple, quand on allait au marché, donc j'allais au marché, et les gens disaient « Ipoda, Ipoda, Ipoda ». Ça veut dire « joli, joli, joli ». Ah. Alors là, j'étais contente. Voilà, je suis trop belle, merci. Ah oui. Mais il me touchait la peau, les cheveux, mais je ne le prenais pas mal. C'est ça. Et à côté de ça, j'avais des copines qui étaient blondes aux yeux bleus, qu'on touchait également, et qui n'aimaient pas trop. Mais moi, ça ne m'a jamais trop dérangée. J'ai dû rencontrer des gens racistes, mais en même temps, je ne comprenais pas forcément ce qu'ils me disaient. Donc les insultes qu'ils m'envoyaient, si jamais ils m'en envoyaient, c'était retour à l'envoyeur. Donc ça n'avait aucun effet sur moi. Donc... non, alors je sais que les gens étaient méfiants parfois. Alors en Corée, non, mais en Pologne et en Hongrie, les gens sont un peu plus froids, mais ils sont froids aussi entre eux.
Mais une fois qu'ils savent qu'on est là, j'allais toujours chez le même marchand pour acheter mes légumes. Ils étaient très contents de me voir et même une fois, j'avais été absente pendant peut-être un mois parce que c'était les vacances scolaires. Et quand j'étais revenue, ils m'avaient demandé pourquoi j'avais été absente. Donc ça m'avait fait plaisir. Mais je pense que j'ai fait beaucoup de bien à ces gens-là parce qu'ils n'avaient jamais parlé à des Noirs pour certains. Donc ils se sont rendus compte que c'était comme parler à tout le monde en fait. Alors ton premier ouvrage, c'est bien sûr un récit qui a été écrit en anglais. Oui. Si je te demande mais pourquoi tu as fait ce choix d'écrire ton premier roman en anglais étant francophone. Parce que je suis non, pas parce que je suis professeur d'anglais. J'ai toujours aimé les langues et j'ai toujours aimé l'anglais. Même enfant, je chantais en anglais, je faisais du yaourt, je disais n'importe quoi, mais ça sortait comme si c'était de l'anglais. Et à partir de 12 ans, mes parents m'ont envoyé en Angleterre, mais j'y allais que 10 semaines par an. 2 semaines aux vacances de Pâques et 8 semaines tout l'été. Et j'ai parlé anglais couramment très très rapidement. J'étais très très à l'aise en anglais. Pour écrire en anglais, pour lire en anglais. Je lisais d'ailleurs davantage de romans en anglais qu'en français. J'ai fait des études d'anglais. Et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai écrit en anglais. Et aussi, je trouvais que les enseignants anglais à la faculté étaient moins sévères, avaient un regard moins dur. Alors qu'en français, on est plus dur quand même. Donc j'ai pris confiance. Ouais. J'ai pris confiance et ensuite je me suis rendu compte que j'étais capable d'écrire en anglais. Donc quand même, en français ça devait pouvoir se faire aussi. C'est vrai que tu aimes les lettres, tu ne veux pas aller sur le terrain des mathématiques pour peut-être se casser la tête et autres. Ah non, A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré, monsieur. Je connais encore mes tables de multiplication par cœur. Pardon. J'ai fait un bac A1, lettres et mathématiques. C'est ça. Oui. Ouais. J'étais nulle en géométrie, mais très bonne en algèbre. Et voilà. Ouais, comme moi. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé cette rencontre avec la littérature? Qu'est-ce qui t'a amené à la littérature? Je dirais le hasard. Wow. Le hasard des circonstances, le hasard des expatriations, le hasard des séparations entre copines de cœur. Dans mon livre I'm an expat and so what, qui a sa version française qui va sortir dans quelques mois, qui s'appelle Nos vies ailleurs ou les pérégrinations d'une expatriée, je raconte à quel point les relations entre femmes expatriées peuvent parfois être très très fortes et elles peuvent devenir pour certaines des sœurs. Et donc, j'avais mes sœurs de cœur à Séoul, j'ai réussi à m'en remettre. 4 ans après ou 5 ans après, je pars pour Cracovie. Encore un coup de foudre amical. Wow. Ah, mais c'était terrible, mais dans le sens terrific. Super. Voilà. Et je pars. Je dois partir quasiment du jour au lendemain pour Budapest. Et là, ça a été l'horreur. L'horreur. Ensuite, je me suis fait des amis, bien entendu. Mais j'ai mis un temps d'adaptation. Et c'est là que j'ai appris à boire dans les cafés toute seule, à manger dans les restaurants toute seule. Parce qu'à Cracovie, je sortais beaucoup avec les copines. On menait une vie un peu... Ben, c'est pas facile. Après tout. Hein. Voilà. Mais on cherchait à s'occuper. Il faut quand même s'occuper. Hein. Et là, j'étais déchirée. C'était horrible. Et j'ai commencé à écrire. Et c'est comme ça que je me suis mise à écrire. C'est ça. Alors, la langue a une influence sur notre manière de penser. Tu parles bien l'anglais et le français. Pour écrire le roman Un prisonnier sans étoile, tu pensais en tant que togolaise ou française? Je voudrais pas décevoir les auditeurs. Non, je vais répondre autrement. Je pensais en tant que moi-même. Je pensais, c'est moi qui pensais. Je ne m'étais pas dit, je suis togolais, je suis béninois, je suis française. Je suis moi. Dans la vie de tous les jours, je me dis jamais, je suis français, je suis togolais, je suis noir. Ouais. Je suis moi, en fait. C'est ça. Et c'est peut-être pour ça que... Moi, je pense que je n'ai pas de complexe parce que je ne me positionne jamais en tant que... voilà, je suis noire, je suis femme, je suis moi.
C'est ça. Donc il faut qu'on m'accepte comme je suis. Et ceux qui me voient, puisque moi je ne me vois pas sauf si je suis devant un miroir, ceux qui me voient doivent m'accepter en tant que femme noire, qui parle français comme une Française de Paris, et non pas qu'une Française forcément de France, parce qu'il y a différents accents en France. Exactement. Et voilà, il faut juste accepter les gens comme ils sont. Et je me suis vraiment pas posé cette question. Voilà. Ah, c'est bien. Et je pense que je suis un mélange de tout. Je suis un mélange de tout. Mais en vieillissant, je pense que je me rapproche un peu plus de mes racines. Ce qui ne m'avait pas beaucoup... Voilà, je savais que j'étais du Togo, je savais que j'étais du Bénin, mais je ne me posais pas de questions plus que cela. Maintenant, peut-être, voilà, ayant dépassé le demi-siècle, il y a des choses qui se... des questions métaphysiques qui se posent et voilà. Je rappelle aux auditeurs que Sulike a déjà visité la maison des esclaves. Lorsque tu descendais dans la cave, quel sentiment t'animait? Alors la toute première fois, je crois que c'était il y a 6 ans, quand je suis venue la dernière fois, je pense. Je suis sortie. Donc l'histoire de ce roman commençait déjà. Et là, je suis sortie bouleversée. C'était horrible. D'autant plus que j'avais l'impression qu'il y avait une odeur dans cette cave. Je n'arrivais plus à respirer. Je m'étais mise, je crois, à 4 pattes. Et j'avais imaginé les gens de... Oh, c'était horrible. C'était horrible. Vraiment, vraiment... La dernière fois, quand nous y sommes allés, c'était différent. C'est ça. Peut-être parce que le roman était terminé. J'avais accompli ma mission quelque part. Et c'était la 2e fois. Alors, on va me dire, oui, mais quand je suis allée à Auschwitz pour la dernière fois, j'ai été bouleversée. Mais je terminais mon roman. Là, mon roman est terminé quand je suis revenue. Donc, peut-être, ça reste bouleversant, bien entendu. C'est une histoire... C'est ignoble, c'est cette histoire de savoir que des hommes et des femmes et des enfants étaient donc sous cette cave, ou même assis, on ne tient même pas assis, on doit être allongé, on leur donnait à manger par une trappe. C'est inhumain. C'est inhumain. Voilà. Inhumain. C'est ça. Il n'y a même pas de terme, ça avait des termes plus forts encore qu'inhumain. Je ne comprends pas comment l'homme peut-il faire autant de mal à un autre homme. Je ne comprends pas. On ne pourra jamais comprendre. Non. Alors, je rappelle que Sulike fait un peu de tout. Elle est comédienne. Et je ne sais pas si ça te vient à l'esprit, justement, de mettre en scène ton roman. Alors, j'aimerais bien qu'il soit adapté au cinéma. C'est ça. Je lance des appels. Et quand j'écrivais, j'imaginais le film. J'imaginais le film, j'imaginais le personnage, les acteurs. Alors, mes enfants voudraient avoir un rôle dans le film. Wow. Donc, il faut que le film sorte vite, ou alors ils pourront avoir des rôles. Mais comme celui qui désire être une actrice de cinéma. Voilà, moi je vais être actrice. Donc, il faut qu'on passe rapidement le film, parce qu'après je vais être trop vieille pour pouvoir avoir un rôle. Ouais, j'inventerai un personnage. J'inventerai un personnage et je lui donnerai un... Voilà, on pourra un peu développer, extrapoler certains passages. Voilà. Oui, j'aimerais bien qu'il soit adapté au cinéma. Je pense que ça ferait une très très belle histoire au cinéma. Alors, lorsque j'ai commencé à lire le roman, à la première page, je me demandais si c'est Sylvana, finalement, qui raconte l'histoire. C'est un peu tout le monde. Alors, Sylvana raconte au début. Donc, Sylvana, c'est la fille que Sylvestre et Anna ont conçue. Oui. Donc, la fille métisse, sibylline. C'est un des rares mots compliqués. On vous a dit qu'il n'y avait pas de mots compliqués. Il y en a peut-être 2. Sibylline et absconce. Voilà. Le reste, c'est facile. Je trouvais que les mots étaient beaux. Ouais. Avaient une très belle sonorité. Donc, elle raconte. Parfois, c'est Sylvestre qui raconte. Exactement. Parfois, c'est Anna. Parfois, c'est Romuald. Mais on ne s'y perd pas. Je ne pense pas qu'on s'y perde. On arrive à c'est voir... l'ami de Sylvestre dans le camp. Dans le camp, ouais. Oui. Ils sont vraiment son frère. Ouais. Voilà, dans le camp, Sylvestre a un frère juif.
Et Romuald, le juif, a un frère noir africain C'est du ça. Togo. Ça parle de l'acceptation, tout ça là dont tu évoques dans le roman. On doit s'accepter, on doit s'aimer malgré nos différences. Il faut être tolérant et autres. Donc, tu mets en exergue ces valeurs dans le roman finalement. Oui. Et je voulais montrer à un moment, je dis qu'ils sont tous noirs dans le roman, Ouais. dans le camp de concentration. Et effectivement, ils sont tous noirs parce qu'ils sont tous sales, ils sont tous grimés. Et donc, ils sont tous semblables dans la déchéance, dans la misère, dans la déshumanisation. On est tous semblables. Super. Alors, comme Sérike aime l'athlétisme, Oui, je cours. elle est amatrice, pardon. Elle adore l'athlétisme. Elle n'est pas professionnelle, mais elle fait de l'athlétisme, raison pour laquelle j'invite celui qui ce samedi à Diablé pour cette randonnée. Alors, je sais que Elodie ne veut pas parler, mais Elodie, s'il te plaît, dis-nous quelques mots sur cette randonnée, en quoi cela consiste, qu'est-ce qui va se passer ce samedi à Diablé. Alors, ce samedi, donc 24 février, Ouais. à 8h du matin, on organise avec mon mari une randonnée à Diaglé. Alors, en partenariat avec Lomé Accueil. Alors, Lomé Accueil est une association d'expatriés dans le partage d'événements. Donc, c'est pour ça qu'on a eu envie de faire partager nos randonnées. Donc, on organise des parcours de 7 km, 15 km. Donc, j'invite pas que Sully, mais vous aussi, Roméo D'accord. et Francisco aussi. Donc, venez à Diablé, c'est tout, hein, à 8h déjà, soyez à Diablé. Demandez où se passe la randonnée. Et puis, on va vous amener sur le site, c'est ça? Avec plaisir. Avec plaisir. On va quitter Diablé pour aller un peu vers, oula, À Bobo. à Bobo, voilà, Voilà, canton d'Abobo. Donc, c'est ça. Donc, les amis de l'Aiguille de Niamadi, là, on arrive. Préparez-vous. Bon, on vous attend. Alors, pour finir cet entretien avec Sérike, ben, je ne sais même pas que l'heure passait si vite. Hein. Francisco, quelque chose à ajouter? Ouais. Est-ce que je pourrais faire des remerciements après? Il n'y a pas de problème. Problème. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux qu'encourager les uns les autres à aller lire ce roman Ouais. parce Merci. que ça vaut la peine d'être lu. Mm. Il a le mérite d'être lu justement pour les thèmes développés C'est ça. et pour les valeurs qui sont véhiculées dans le test. On a par exemple l'approche empathique et l'appel à la tolérance. Donc, C'est ça. c'est quelque chose qui nous manque ou qui manque ces derniers temps dans le monde entier. On a besoin de s'aider, de s'entraider. Le monde, moi je le dis, a besoin d'un gros cœur. Ouais. Voilà. C'est ça. Merci. C'est bien Alors, dit. Sérike, remerciements Oui. et recommandations, peut-être. Qui peut lire ce roman? Tu commences par là. Alors, qui peut lire ce roman? Je pense que les adolescents à partir de 15 ans peuvent lire ce roman. Fin de collège. Et Voilà, ensuite, c'est ça. tout le monde, Tout le jusqu'à 115 ans, quand on a le bon yeux. D'accord, les remerciements maintenant. Alors, les remerciements. Donc, je voudrais d'abord remercier l'agence de production culturelle Okumba, Ouais. qui donc se situe à Kodjoviakopé, Odette Bossa, qui en est la directrice, et ses collaboratrices, Elodie et Marion. Ouais. Je vais également remercier Enoch pour ses photos. Ouais, et donc, Voilà. La radio Sport FM pour Merci. m'avoir accueilli aujourd'hui. Je voulais remercier les écoles Le Grand Savant, OPEM, lycée technique,
Zanguera, Madriagueta Carelli, Zébevi, Cours Lumière et Lycée français. Également l'Institut français du Togo qui m'a bien accueilli. Et aussi à Monsieur Amekoudji. Ouais, le confrère Amekoudji. Voilà, j'ai fait de très très belles rencontres. Et ma famille aussi, mes enfants, tous ceux qui me soutiennent. Qui sont là derrière moi et voilà, je vous aime. Merci beaucoup. Je suis très très contente, très honorée de mon passage à Lomé et je reviendrai beaucoup plus vite qu'avant. On t'attend avec le même plaisir. Merci à toi Francisco. On se retrouve le jeudi prochain pour un nouveau numéro de La Culture en Plus. La mise en onde assurée par Théo Ajavon. Moi c'est Romo Yeta. Nous vous souhaitons un agréable moment toujours en compagnie des programmes de la radio qui mouille le maillot. À bientôt. Merci Roméo.